ce 22e jour de notre formation de 60 jours sur le DevOps, aujourd'hui nous allons parler du multi-stage build et du distroless avec Docker. Donc, nous allons voir ici comment est-ce que on va faire pour réduire la taille de nos conteneurs. Disons que nous avons un conteneur qui pèse 500 mégas. Comment faire pour que ce conteneur-ci soit réduit à la taille de minimum 50 mégas. Donc ici, nous allons parler du multi-stage build. Ici, il s'agit de pouvoir construire une image en utilisant plusieurs étapes. Alors, pourquoi est-ce que nous utilisons les multi-stage build et les distroless? Les images Docker traditionnellement peuvent devenir très volumineux. Alors, nous utilisons des outils comme le multi-stage build qui nous permet de créer des images légères et en séparant les étapes de construction. Donc, si nous prenons un exemple concret, il y a une application Flask par exemple qui nécessite des dépendances Python mais peut être compilée, n'est-ce pas, dans une image volumineuse avec des outils inutiles. Mais avec un multi-stage build et un distroless, elle devient très légère et très sécurisée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que avec ce concept de multi-stage build et distroless, nous essayons de réduire la taille, n'est-ce pas, des conteneurs tout en retirant tout ce qui est inutile au conteneur. Donc le rôle du multi-stage build et du distroless dans la containerisation, c'est de réduire la taille, n'est-ce pas, améliorer la sécurité en éliminant les composants inutiles, ainsi que simplifier la maintenance et la standardisation des images. Quelques concepts de base du multi-stage build ici, il nous permet, n'est-ce pas, de diviser le processus de construction d'une image que nous allons voir tout de suite. Et il fonctionne en plusieurs étapes. Par exemple, il y a la première étape qui s'agit de la compilation de l'application et une deuxième étape, par exemple, qui va ici s'agir de la copie, n'est-ce pas, finale. La copie finale qui contient uniquement les artefacts nécessaires à le bon fonctionnement de ce conteneur, comme par exemple des fichiers compilés. Et quelques caractéristiques, n'est-ce pas, du multi-stage build, c'est qui va nous permettre de réduire la taille et il va aussi nous permettre de éliminer des outils de construction comme les compilateurs et les gestionnaires de paquets. Ensuite, ici, nous avons le distroless. Ici, le distroless va nous permettre, n'est-ce pas, de minimiser nos conteneurs en gardant uniquement les bibliothèques nécessaires pour le bon fonctionnement de notre application. Donc, ça veut dire qu'ici, nous n'aurons pas de shell, nous n'aurons pas de utilitaire de système comme curl, comme apt. Donc, nous aurons juste ce qui est nécessaire à notre application pour que cette application puisse fonctionner. Donc ici, le distroless va nous fournir un environnement d'exécution léger avec uniquement les dépendances et les runtime. Donc ici, comme caractéristique, nous avons la réduction de la surface d'attaque pour la sécurité. Pourquoi? Parce que lorsque on va juste mettre ce dont on a besoin à l'intérieur de notre application, ici, nous n'aurons pas peut-être la possibilité de taper des commandes. Ça veut dire que même si un hacker hack notre application, il ne pourra pas, n'est-ce pas, exécuter certaines commandes sur notre distroless. Ici, nous avons la taille minimale de l'image. Donc, ça veut dire que la taille peut réduire jusqu'à moins de 50 mégas. Et ici, nous n'avons pas d'échelle, donc pas de commandes interactives inutiles. Comme par rapport au fonctionnement des multi-stage build et des distroless, je vais vous prendre un exemple avec un Dockerfile classique sans multi-stage build. Ensuite, on va aussi regarder un autre exemple avec multi-stage build. Donc ici, vous allez remarquer qu'ici, nous avons deux étapes. Donc, commençons par la première étape. Donc, je vais déjà rentrer sur mon serveur. Donc, j'ai déjà créé un fichier multi-stage build et à l'intérieur, je vais créer nano. Donc, je vais faire. Ok. Il semblerait que je me suis déconnecté. Donc, je vais juste créer un autre. Je vais juste ouvrir un autre terminal, n'est-ce pas? Donc ici, je vais faire cd download et là, je vais faire, je vais aller sur AWS, copier cette commande ici. Donc j'ai pris le serveur sur AWS, n'est-ce pas? Donc je vais la copier là et la entrer ici. Ok, super. Donc là, je me suis connecté au serveur. Donc je vais faire cd multi-stage build. Ok. Je vais faire nano. Je vais faire un app.py. Je vais copier, n'est-ce pas, le app.py que j'avais préparé pour ce cours ici. Donc c'est très simple. Ici, on va importer Flask, on importe Redis. Je me rends compte qu'on n'utilise même pas tous ces paquets ici, donc je vais les retirer.
on importe Flask et on crée une instance d'application Flask. Ensuite, on n'a pas besoin de Redis. Bon, Redis c'était juste pour la base de données puisqu'on l'utilise pas. Je vais juste la supprimer d'ici. Ok, super. Maintenant, ici, on déclare une route et on va dire que lorsque on vient sur la route Hello, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche Hello Multi-Stage Build et on va déposer cette application sur le port 5000. Super. Donc, je copie tout ce code. Ok, là, je vais le coller juste ici. Paste. Ok, là, je l'ai collé. Super. Donc là, j'ai enregistré mes modifications. Et maintenant, je vais aussi créer un espace Dockerfile. J'ai le code de mon Dockerfile ici. Donc, dans le Dockerfile, je vais juste faire from Python. Je vais faire from Python 3.9 Slim. J'importe le Python. Je définis le app comme mon working directory. Je copie tout, n'est-ce pas, ce qui se trouve dans mon répertoire, dans le working directory app en faisant une copie comme ceci, comme je l'avais expliqué dans les vidéos précédentes. Ensuite, je fais un run, n'est-ce pas, pour installer Flask. Parce que ce n'est que Flask dont j'ai besoin. Je n'ai besoin que de Flask en fait. J'expose le port 5000 et là, je fais Python app.py. Donc, c'est censé lancer l'application de cette manière-ci dans le conteneur. Donc, je vais créer ici un Dockerfile. Nano Dockerfile. Et ceci, je vais le copier. Je copie ça. Ok, je le mets là. Super. Là, j'enregistre. Ok, donc si je fais ls, on voit ici mon Dockerfile et mon application. Maintenant, je vais faire un build, n'est-ce pas? Donc, je vais faire docker build. Je vais faire moins t pour donner le tag. Donc, je vais appeler ça my app. Les tests. Bon, je vais juste laisser comme ça, my app. Donc, pour faire un build, on dit requires one argument. Docker build. Les tests. Oh, j'ai une petite erreur. Ok, je me rends compte que j'ai oublié le point à la fin. Il y a un point juste là à la fin pour préciser que il y a un Dockerfile ici et c'est sur ça que nous voulons construire l'image. On dit error permission denied. Bon, je suis censé le faire avec un sudo comme ceci. Ok. Donc là, vous vous rendez compte, on a lancé, n'est-ce pas, le but, n'est-ce pas, de cette application et elle a déjà terminé. C'était une très petite application. Donc si je fais un docker images, ok, donc je vais juste faire un clair ici. Et là, je vais faire plutôt sudo docker images. Donc vous pouvez voir ici my app que j'ai créé, n'est-ce pas? J'ai créé my app et l'image ici pèse 136 mégas, n'est-ce pas? L'image pèse 136 mégas. Maintenant, je vais lancer cette application. Donc, pour lancer cette application, je vais faire un sudo docker run -d pour dire en détaché et je vais lui donner un nom. Donc, je vais dire name. Je vais appeler ceci my app container. Et je vais lui donner le port sur le port 5000. Donc 5000 à l'intérieur, 5000 aussi à l'extérieur. Et là, je vais lancer je vais utiliser l'image my app. Ok. Donc mon conteneur a été lancé. Donc si je fais un docker, donc je vais faire un sudo docker ps. Vous allez voir ici, on a my app, n'est-ce pas? My app qui est lancé juste là. N'est-ce pas? On a my app qui est lancé. Super. Donc, on remarque ici là que notre image ici pèse 136 mégas. Donc, maintenant, nous allons explorer l'autre option pour s'assurer que on utilise un distroless et un multi-stage build afin qu'on puisse réduire, n'est-ce pas, la taille de cette image-ci. Donc, je vais juste créer notre fichier ici. Donc, je vais juste faire d'abord un clair. Là, je vais faire un make_d. Je vais dire distro. Donc, je vais appeler ça comme ça. Je vais faire cd distro. Et je vais encore créer, n'est-ce pas, une autre application Flask. Je vais appeler ça app.py. Ici à l'intérieur, je vais
copier, n'est-ce pas, cette même application-ci. Ce même app.py ici, je vais le recopier. Le coller ici. Là, je le sauvegarde. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Je fais d'abord un clair. Maintenant, il va falloir que je définisse, n'est-ce pas, le Dockerfile. On va plus utiliser ce même Dockerfile, mais on va plutôt utiliser le Dockerfile qui a plusieurs étapes. Donc, il s'agit de ceci. Donc, je vais d'abord l'exécuter. On va, n'est-ce pas, travailler avec, mais ensuite, je vais vous expliquer toutes les étapes et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Donc, ici, on a Nano et je vais ajouter ça, le Dockerfile. Là, je copie ceci. OK, là, je sauvegarde. Et je lance le compte. En fait, je fais le build, n'est-ce pas? Avec le Docker, le sudo Docker build. Ok, je vais appeler ça my app. Au mieux de dire latest, cette fois-ci, je vais dire distro. Ok, je vais dire my app distro latest. Ok, là, c'est en train de build. Et j'ai un petit. Ok, j'ai pas défini de requirement. J'ai pas défini de requirement. Donc, je vais faire un nano requirement. .txt. À l'intérieur, je vais juste dire Flask. Ok. Là, je sauvegarde. Et je nettoie le terminal et je réexécute ma commande pour construire mon image. Donc, vous voyez, nous sommes à la deuxième étape ici, forme distroless. Donc, nous sommes en train de construire une image distroless en fait. Donc, ça va bientôt terminer. Ok, ça a terminé. Maintenant, je vais faire un clair ici et on va regarder les tailles. Donc, si je fais un docker images, sudo docker images, comme ceci, est-ce que vous remarquez la différence entre ces deux repositories? Ces deux images. La première image pèse 136 mégas, alors que la deuxième image pèse 57 mégas. J'espère que vous voyez déjà à quel point on peut gagner vraiment en espace en utilisant les distroless. Donc ça, c'était l'exemple que je voulais vous montrer. Si vous remarquez, c'est la même image, c'est le même code. En fait, cette image, c'est la même, va construire le même conteneur, mais les tailles sont très différentes. Donc ici, vous pouvez comprendre qu'on peut vraiment, n'est-ce pas, optimiser nos images avec les distroless. Donc maintenant, nous allons revenir, n'est-ce pas, à la structure de ce distroless pour que vous puissiez comprendre. Donc je vais agrandir un peu. Ici, vous regardez, ça c'est l'étape de construction, n'est-ce pas? Ce qu'on va d'abord faire, c'est on va importer from Python 3.9 as builder. Donc ce qu'on fait d'habitude, ce qu'on fait normalement. Ensuite, on va définir notre work directory. Ça c'est normal pour nous. On va copier le requirement.txt à l'intérieur de notre working directory en utilisant le point. Ça c'est toujours normal pour nous. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un run install nos caches. Donc ici, on est en train de dire qu'on ne veut pas de cache, n'est-ce pas? Ça veut dire que si on installe Flask avec cette commande-ci, après qu'on ait installé Flash, qu'on ne stocke pas, n'est-ce pas, Flask, au contraire, qu'on le télécharge et qu'il n'y ait pas de cache après son téléchargement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, on va utiliser, n'est-ce pas, des images distroless. Donc ça, c'est une image distroless. Donc ce sont des images spéciales qui contiennent le minimum en fait. Donc, ils ne contiennent pas de bash, ils ne contiennent pas de apt, ils ne contiennent pas vraiment de package important, mais ils contiennent juste ce dont les applications Python ont besoin pour fonctionner. Donc, c'est de ça qu'on va faire un from ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un work, n'est-ce pas? Work D, on va faire slash app ici, donc pour définir encore le fichier de travail. Donc, si vous avez remarqué, ça c'était la première étape. Ici, nous sommes déjà dans la deuxième étape. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire copy from builder. Ici, lorsqu'on dit builder, nous sommes en train de dire builder ici. Donc, copy from builder, qu'est-ce qu'on va copier? On va copier slash root slash
point local dans slash root slash point local. Donc en fait, nous sommes juste en train de copier, n'est-ce pas, tout ce que nous avons installé ici. Dans les requirements, nous sommes en train de le recopier juste ici. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que dans cette étape-ci, on ne va plus installer les différents packages qui se trouvent dans les requirements. Au contraire, on va juste les copier. On va juste copier ce qui avait déjà installé. Est-ce que vous me suivez? Donc, on va juste copier ce que nous avions déjà installé au préalable. Donc, ça veut dire que les packages qui avaient été installés, donc si je rentre ici, ici nous avons installé les packages, n'est-ce pas? Nous avons installé, nous avons fait tout le wheel ici. Par contre, ici, nous avons juste copié ce qui a déjà été installé sans toutefois les installer. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça, en fait, que ici, nous essayons de faire. Ensuite, ici, on va copier tous les fichiers qu'on on aura besoin pour lancer notre application. Ici, on aura le path, n'est-ce pas? Pour... ça, c'est le chemin d'environnement, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse reconnaître les fichiers, n'est-ce pas? Qu'on vient d'installer dans notre machine. C'est très important de le faire. Il faut toujours le faire. Ensuite, ici, on expose le port 5000 et qu'est-ce qu'ici on fait? On lance notre application. Tout simplement. Donc, les avantages ici, c'est l'image finale est beaucoup plus légère, comme nous l'avons remarqué. Ici, il n'y a pas d'échelle, n'est-ce pas? Inutile de faire des ls, des 4 dans ce conteneur. Ça ne sera pas possible, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'échelle. Ensuite, les seules dépendances sont nécessaires dans la copie. Donc, ça veut dire que dans notre distro ici, nous n'avons rien que Flask, n'est-ce pas? Avec quelques autres packages, n'est-ce pas? Pour que cette application puisse fonctionner. Nous n'avons rien que Flask. Alors qu'ici, nous avons Flask, nous avons le shell, nous avons apt, en fait, nous avons beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, ici, les inconvénients, c'est que la configuration est légèrement plus complexe. Bon, c'est vrai. Si vous regardez, vous allez remarquer qu'elle est légèrement plus complexe comparée à celle-ci. Aussi, le débogage est limité dans le distro. Ça veut dire que si notre application a un problème, ici, nous ne pourrons pas vraiment entrer, n'est-ce pas, pour voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de shell pour effectuer des commandes et avoir des résultats. Donc, ça veut dire que le débogage, n'est-ce pas, avec le distro est un peu très compliqué, un peu plus compliqué, puisqu'il n'y a pas d'échelle. Bon, mais l'importance est cruciale dans le multi-stage build. Mais l'importance est cruciale avec le multi-stage build et le distro-less. Pourquoi? Parce qu'il est crucial, n'est-ce pas, pour optimiser les images Docker en éliminant des artefacts de construction inutiles, n'est-ce pas? Comme cas d'usage, nous pouvons utiliser le multi-stage build dans les applications avec des dépendances lourdes, n'est-ce pas? Comme la compilation du code Go dans des applications Node.js ou Java. Et il peut aussi être utilisé dans les événements CI/CD où les images doivent être légères pour des déploiements rapides, n'est-ce pas? On peut utiliser le distro-less. Par contre, on peut utiliser le multi-stage build, excusez-moi. Par contre, les images distro-less, elles sont essentielles pour la sécurité, n'est-ce pas? La sécurité, car elles réduisent la surface d'attaque en éliminant des outils de système. Par contre, comme cas d'usage, nous avons ici des applications Python, Java ou Go en production, n'est-ce pas? Pourquoi en production? Pourquoi spécifier en production? Pourquoi? Parce qu'en production, c'est difficile qu'on puisse, n'est-ce pas, faire le débogage. Pourquoi en production? La majorité des applications qui sont en production fonctionnent déjà très bien. Donc, on peut les passer en distro-less pour réduire la taille. Par contre, si vous êtes en développement, si vous êtes en test, ne utilisez pas le distro-less. Pourquoi? Parce que vous aurez les difficultés à récupérer les logs de votre application. Ensuite, ici, nous avons quelques limites. Ici, le débogage est difficile et il nécessite, n'est-ce pas, des outils externes. Comme bonne pratique pour les multi-stage build et distro-less, ici, nous avons nommé les étapes avec as. Donc, si vous avez remarqué, si je fais un cat dockerfile, je vais... Oh, je me suis déconnecté. Bon, je vais juste revenir ici en haut. Donc, si vous avez remarqué, j'ai fait ici from Python build, from Python 3.9 as builder. Donc, ça, c'est le builder. Donc, ce builder, si vous pouvez donner le nom que vous voulez, donc c'est une bonne pratique. Parce que votre multi-stage peut avoir plusieurs étapes. Donc, pas seulement deux. Vous pouvez avoir plusieurs étapes. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 étapes. Donc, dépendant de votre projet, vous pouvez avoir autant d'étapes que vous
le voulez. Ensuite, ici, on va dire copier uniquement les fichiers nécessaires avec le copy. Donc, nous avons vu plus haut. Donc, ici, si vous regardez ici, vous allez voir copy from Builder. On va copier, n'est-ce pas, le root slash. Donc, on copie du Builder ici et on met, n'est-ce pas, dans notre application. Et si vous avez remarqué, notre application, ça a la même structure. Ici, on a le working app et ici, on a le working directory. C'est pour ça que ici aussi, si vous allez remarquer, le chemin, c'est à peu près la même chose. Ensuite, on a le no cache dont je vais vous expliquer pour que Pip, en fait, pour ne pas, n'est-ce pas, stocker les packages en cache et ceci va nous permettre de réduire la taille. Ici, on peut aussi tester chaque étape indépendamment pour identifier les erreurs. C'est aussi une très bonne pratique. Les bonnes pratiques pour le distroless, ici, on a utilisé l'image distroless correspondant au runtime de l'application, comme ceci par exemple. Donc, vous savez que si c'était une application Java, on ne devait pas utiliser Python, mais on pouvait plutôt avoir gcr.io distroless slash Java pour le Java. Ici, on va dire vérifier les dépendances de runtime pour éviter les erreurs d'exécution. Super. On va aussi dire prévoir un environnement de débogage séparé. Donc, non distroless pour les tests. Je pense que je l'ai expliqué plus haut, ici en haut. Donc, si vous êtes en test, ce n'est pas recommandé d'utiliser le distroless. Ensuite, nous avons la documentation, documenter les limitations. Par contre, absence du shell. Donc, ici, ça sera très difficile de documenter, n'est-ce pas, d'avoir les logs, par exemple. Donc, ici, on peut, n'est-ce pas, documenter les limitations pour que l'équipe puisse savoir que ici, il n'y a pas le shell pour ce conteneur, n'est-ce pas? C'est juste à titre informatif, afin que toute l'équipe qui travaille sur le projet puisse comprendre exactement ce qui se passe. Ensuite, ici, on a la sécurité et l'optimisation. On va scanner les images en utilisant des outils tels que Trivi ou bien DockerScan. On va minimiser les couches dans le Dockerfile et on va combiner les commandes run, n'est-ce pas? Il ne faut pas que le Dockerfile soit trop long. Et aussi, on va utiliser des tags spécifiques pour les images, comme le Python 3.9 Slim au lieu du Python Latest, n'est-ce pas? Le Python Slim est plus léger que le Python Latest. Donc, ce sont les petites stratégies comme ça que vous pouvez utiliser dans vos bonnes pratiques. Comme conclusion, n'est-ce pas? Ici, nous avons le résumé de l'apprentissage et quelques ressources pour continuer. Donc, comme le récapitulatif, nous avons vu les multi-stage builds permettant de créer des images Docker légères en séparant la construction et l'exécution. Nous avons vu les images distroless qui réduisent la surface d'attaque et les tailles des images pour la production. Et ensuite, nous avons regardé les bonnes pratiques garantissant les images optimisées, sécurisées et efficaces. Une fois de plus encore, je vais vous inviter à tester, n'est-ce pas? À tester vous-même les distroless, n'est-ce pas, sur vos machines en local. Pas besoin d'aller sur un serveur. C'est parce que moi, je suis chez Windows que j'utilise un serveur en ligne. C'est que je devais le faire directement en local. Donc, faites ça vous-même et voyez vous-même la différence qu'il y a, n'est-ce pas, entre un Dockerfile simple qui pèse 136 mégas et un autre Dockerfile qui fait le même travail que l'ancien, mais cette fois-ci qui pèse juste 57 mégas. Donc, à vous de l'explorer. Donc, comme ressource, nous avons la documentation officielle de Docker sur les multi-stage builds. Donc, on peut l'ouvrir. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, quelques projets distroless sur GitHub. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Revoyons-nous dans la prochaine vidéo au 23e jour. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Passez une bonne soirée. Ciao.